Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette dernière table ronde de la journée. Voici comment nous l'avons présenté. Au-delà de l'approche purement technique, de la robotisation, une approche systémique prenant en compte les facteurs humains, la qualité et les flux dans leur ensemble peut permettre de maximiser la valeur générale pour le client et pour l'entreprise. C'est l'approche Lean robotique. En 2022, Ceva Santé Animale, Semso et ExpoSense ont collaboré pour expérimenter le Lean robotique sur le terrain. C'est donc à trois voix que nos invités vont vous dévoiler les enseignements de leur coopération. On va tricher un petit peu. Voici donc Eric Sinclair. Bonsoir Eric. Vous êtes dirigeant de Semso, président du cluster Aquitaine Robotics, et vous avez un rapport avec la plateforme Propulse ? Président aussi. Voilà, c'était pour être sûr. Et ils ont un CV à chaque fois. Alors, Christophe Riboulet, vous êtes dirigeant de ExpoSense, dirigeant de Proditech et de Lean France, c'est bon, entre autres? Tout à fait. Et puis, avec mon collègue à droite, on est coprésident de Aquitaine Robotics aussi. Ah, parfait. Et enfin, notre témoin on se quitte plus. Laurent Bachet, qui est directeur de la transformation digitale industrie 4.0 chez Ceva. C'est sur son témoignage qu'on va s'appuyer. Alors, pour des raisons indépendantes de sa volonté, Laurent Bachet n'a pas pu être avec nous ce soir, mais grâce à la technologie, on le retrouve tout de suite en vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a probablement déjà mentionné Monsieur Georges Lain, je m'appelle Laurent Bachet et je fais partie de l'entreprise Ceva Santé Animale, dont le siège social se situe à Libourne. Au sein de cette entreprise, je suis responsable de coordonner la transformation digitale et industrie 4.0 pour la division industrielle. Donc tout d'abord, je voulais m'excuser parce que malheureusement, je n'ai pas pu être présent physiquement avec vous aujourd'hui. Pour des raisons indépendantes de ma volonté. C'est pour ça que je vous adresse cette vidéo d'introduction à la table ronde sur le Lean robotique. Donc, je voudrais d'abord démarrer cette petite présentation par vous introduire de manière un peu plus précise l'entreprise Ceva Santé Animale. Donc, Ceva, finalement, c'est le premier laboratoire pharmaceutique français dans le monde de la santé animale. Et c'est le 5e laboratoire au classement mondial. L'objectif de ce laboratoire, c'est finalement de la recherche, du développement et de la commercialisation de solutions innovantes pour le traitement de tous les animaux, qu'il s'agisse d'animaux d'élevage ou d'animaux de compagnie. Donc en chiffres, globalement, Ceva a un rayonnement mondial puisqu'on est présent dans 46 pays dans le monde. Nous avons aussi 13 centres de recherche et développement et environ 25 sites de production dans le monde. Ça représente l'équivalent de plus de 6000 personnes dans le monde et un chiffre d'affaires au global maintenant de l'ordre de 1,5 milliard d'euros en 2022. Et notre PDG, c'est Monsieur Marc Prikaski, qui est aussi le président du club des ETI de Nouvelle-Aquitaine. Donc notre activité, basiquement, elle est répartie sur 4 grandes catégories d'espèces, des ruminants, les porcs, la volaille et les animaux de compagnie. Et nous avons une activité qui est répartie pour un peu moins de la moitié dans des traitements à but préventif, qui sont principalement des vaccins, qui sont produits notamment pour la volaille et les porcs. Et on a aussi une activité pour un peu plus de la moitié de notre portefeuille produit et de chiffre d'affaires, une activité liée à des traitements curatifs, donc pour traiter les maladies, notamment chez les animaux de compagnie et les ruminants. Donc nous sommes un groupe dynamique qui a été créé en 1999 et qui présente globalement une croissance du chiffre d'affaires ininterrompue depuis sa création de l'ordre d'à peu près de plus de 10% par an. En France, sur les plus de 6000 collaborateurs dans le monde, il y a à peu près 6600 collaborateurs qui travaillent en France, avec 3 sites industriels principaux, le site de Loudéac en Centre-Bretagne, le site de Laval dans les Pays de la Loire et le site de Libourne en Nouvelle-Aquitaine, associés aussi avec des activités on va dire des activités de service et des activités connexes, qui est par exemple le groupe
ICAT ID à l'individual qui réalise la mise en place de couvoirs automatisés. Par exemple, le site de Biovac à Angers qui est un site de production d'autovaccins. Donc, concernant maintenant les enjeux industriels au niveau France, puisque ça a été l'élément déclencheur de notre futur partenariat avec l'entreprise Semso et Explosens. C'était finalement, on avait plusieurs enjeux, plusieurs défis industriels. Le premier, c'était d'accompagner la croissance du groupe, notamment au niveau France, par des investissements industriels à but capacitaire. C'est un des premiers enjeux aujourd'hui que l'on doit relever. En parallèle de ça, nous devons aussi moderniser notre outil industriel en le rendant plus compétitif, et la modernisation ici se traduit par des perspectives de mise en place de tâches plus automatisées, plus robotisées, qui vont permettre finalement d'améliorer notre productivité. Et en parallèle de ça, nous avons aussi un troisième enjeu qui est améliorer finalement les conditions de travail des collaborateurs, notamment en supprimant les risques de troubles musculo-squelettiques. Donc, par rapport à ces défis, comment nous avons envisagé de les relever? Ce qu'on souhaitait faire, en fait, c'est démarrer une démarche un peu structurée d'études d'opportunités de robotisation, mais on voulait pas uniquement faire uniquement cette démarche de robotisation, on voulait aussi amener une vision en parallèle d'optimisation des process industriels via une approche lean et une étude un peu lean de nos process. Pourquoi associer finalement cette étude de robotisation, qui est une étude qui peut être une étude menée tâche par tâche, à une étude un peu plus transversale, process lean, parce que on avait deux soucis, ou en tout cas deux écueils que l'on voulait éviter. Le premier, c'est qu'on ne voulait pas automatiser la non-valeur ajoutée. Notamment, quand on parle d'automatisation de nos valeurs ajoutées, on pense aussi à la gestion de la non-qualité. Mise en place d'un robot qui va traiter finalement des rejets de manière automatique et pas s'attaquer à la cause première, à la cause racine de ces rejets. Potentiellement, c'est un non-sens. Donc, l'objectif ici, c'était amener un petit peu de perspective aux tâches à robotiser, mais aussi de la ramener dans un contexte de est-ce que ces tâches vraiment sont des tâches à valeur ajoutée et est-ce que on a vraiment besoin de les automatiser. Ça, c'était le premier point. Et ce qu'on voulait aussi, c'est pas considérer la robotisation comme une unique solution. On voulait aussi, dans ce cadre de cette étude, envisager des alternatives à la robotisation et être sûr, surtout, que nos process industriels étaient mûrs pour cette étape et qu'il n'y avait pas potentiellement d'autres actions à faire au préalable pour finalement amener cette étape d'automatisation de la manière la plus performante possible. Donc c'était vraiment ces drivers clés qui nous ont amené à réfléchir sur finalement comment on pouvait envisager cette étude de robotisation associée avec cette analyse un peu critique de notre maturité de nos process via une analyse lean. Et donc on s'est mis à rechercher un ou des partenaires qui puissent nous accompagner non seulement sur le côté technique robotisation, mais aussi sur la partie côté lean. C'est dans le cadre de cette recherche que nous avons finalement bâti un partenariat avec l'entreprise de Monsieur Sinclair, Semso, et aussi entreprise de Monsieur Riboulet, la société Explosens. Donc l'objectif est clair de ce partenariat, c'était nous aider à finalement bâtir une feuille de route de notre plan d'automatisation sur nos sites France à 3 ans, et c'était aussi de clarifier les enjeux complémentaires à la robotisation au travers d'une sensibilisation lean. C'était notamment est-ce que la performance de l'outil elle est suffisamment satisfaisante à aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres plans d'action à lancer en parallèle de la robotisation pour nous permettre d'améliorer la performance de notre outil industriel? Donc voilà un petit peu
le cadre de ce partenariat. Et maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Sinclair et à Monsieur Riboulet, qui vont vous expliquer concrètement la mise en place de ce partenariat et qu'est-ce que cela a abouti à notre niveau en termes de connexion. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne table ronde et à bientôt peut-être. Voilà, merci, au revoir. Alors justement, Eric Sinclair, par rapport à cette demande de CEVA, comment est-ce que vous avez réagi? Quelle réflexion vous avez pu avoir pour soutenir leurs besoins? Alors, pour situer bien le contexte, resituer d'où on est parti en fait. Donc, on va avoir une petite vidéo là pour illustrer. Alors, on regarde la vidéo pour illustrer. Mais vous pouvez la commenter pendant que donc ça, c'est en fait le premier robot installé sur le site, donc sur le siège social, qui est aussi un site de production industrielle. Le premier robot, donc un gros challenge, très près en fait par CEVA. Donc, c'est confiance à SMSO pour acheter le premier robot. C'était le premier enjeu de confiance, c'est-à-dire réussir un projet qui donne confiance aux équipes, aussi bien aux équipes d'industrialisation que aux équipes de production, sur le fait que le projet de robotique fonctionne la même du plus. Donc on en était là, on avait un premier projet réussi, on avait la brique de confiance nécessaire qui permettait de dire voilà, maintenant comment passer à autre chose. Et quand vous avez vu les enjeux de croissance qu'a CEVA, comment on peut les aider? Pour reçu le contexte, puisqu'on est aussi dans le contexte du club ETI. Donc vous avez vu, donc CEVA, c'est et de loin la plus grosse ETI. Donc Marc Pakaski, on est le président. Il est même plus d'ETI d'ailleurs. Hein. Il est encore président du club, mais il est passé au-delà. Et nous, on est rentré il y a 10 ans en tant que PME potentiel, on n'est toujours pas ETI. Donc là, on a les deux antipodes, mais il n'empêche que le plus gros et un des plus petits peuvent s'apporter mutuellement. Donc le sujet à l'époque, c'est de dire comment on peut aller au-delà d'une simple relation client-fournisseur compte tenu des enjeux pour apporter un plus de conseils maintenant qu'on a la première brique de confiance. Et alors vous êtes dit quoi? Moi je connais des gens compétents parce qu'on a on est meilleur quand on travaille en meute, donc vous dites... Alors oui, il y avait ça. Alors c'est en discutant avec eux, donc au départ autour de la table il y avait CEVA, SEMSO, il y avait comment on peut travailler en amont. Donc est venue assez rapidement l'idée de dire on veut pas faire de la techno pour la techno, on va faire du robot pour du robot. Donc ça, c'est la sensibilité qu'on a tout de Christophe au niveau du cluster Aquitaine Robotics, et de travailler sur l'approche flux, l'approche ligne, l'approche valeur ajoutée. C'était une demande classique ou une demande atypique de Ah non, c'est atypique. En général, la demande classique, c'est voilà un cahier des charges, voilà ce qu'on veut, on prendra le moins cher. Bon, ça tout le monde connaît, tout le monde sait faire. Là, c'est dire voilà, on demande à nos fournisseurs de challenger nos projets, de challenger notre approche. Ok. Donc moi, ce qui m'est venu assez rapidement, j'ai dit on peut l'imaginer, on peut le construire, mais pour ça, il faut qu'on soit entre gens de confiance. Il faut qu'on le fasse avec des individus qui se connaissent. Voilà. Et de manière assez naturelle, il y a Christophe, on se connaît depuis quelques années, un paquet d'années, au travers du CJD, c'est des gens de dirigeants, on va faire un peu de pub en passant, plus récemment du cluster Aquitaine Robotics, et avec, comme on parlait de robotique, on est tous les deux co-présidents du cluster, et comme on parlait de ligne, et que Christophe est un apôtre, non mais un gourou, pardon. Je sais pas, tu nous expliqueras la différence entre les deux. De Lean et donc président de l'Institut Lean France, ça nous a paru intéressant de travailler là-dessus, parce qu'on savait qu'on allait travailler en confiance dans l'intérêt du client. Alors Christophe, cette demande-là spécifique, vous l'avez pris comme un challenge. Vous avez dit tiens, c'est intéressant leur angle d'attaque. Comme l'a dit Eric, c'est quand même assez atypique. Et effectivement, on a convenu avec CEVA de travailler en mode test quelque part pour voir si ça pouvait apporter quelque chose. Surtout qu'on passait derrière plusieurs approches qui avaient déjà été menées chez CEVA. Il y a des approches plutôt classiques de consulting technique, c'est-à-dire un consultant vient, il regarde une ligne de production, il regarde un poste de production parce qu'on lui a dit c'est là qu'il faut regarder, il va tout décortiquer, il fait un cahier des charges et c'est là qu'il faut mettre le robot et ça fait ça, ça et ça. Ok, donc ça c'était une première approche. Et une deuxième approche aussi avec d'autres consultants avec une approche flux déjà, mais qui sont plutôt dans la réorganisation et dans l'optimisation de process. C'est-à-dire vous avez un process qui marche comme ça, on va vous l'optimiser. Voilà les recommandations de changer les machines, de changer les flux. Et donc nous on arrivait avec une démarche vraiment différente puisque la démarche Lean est quand même basée sur l'approche terrain. Et là c'était une approche terrain très courte puisqu'on est intervenu
Alors, on est intervenu 2 fois sur un mode où on était une matinée une matinée dans les bureaux pour prendre connaissance de l'entreprise avec l'ensemble des managers et de la direction de l'entreprise. Donc, en fait, ils nous racontent les challenges, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comme nous l'a dit Monsieur Bachet. Et ensuite, on a passé l'après-midi sur le terrain à discuter avec les opérateurs, à aller voir les problèmes concrets au quotidien. On a digéré ça dans la nuit et on a repassé une demi-journée sur le terrain le lendemain matin. Et ensuite, à partir de là, on fait un rapport. Et pourquoi c'est suffisant par rapport à un audit classique? Pourquoi c'est suffisant? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on vient chercher, c'est pas. Et là, on va pas parler du cas de Seva, des problèmes de Seva ou des améliorations qu'il y a à faire chez Seva, mais c'est plutôt des problèmes types en fait. Donc, en fait, on sait déjà ce qu'on vient chercher. Puisqu'en fait, on a un œil exercé, en tout cas moi dans mon expérience personnelle, parce que ça fait plus de 12 ans que je fais ça dans mon entreprise, donc j'ai un œil un petit peu exercé. Il y a beaucoup de théories aussi, donc en fait tout ça c'est documenté finalement. Donc quand on vient chercher sur le terrain, on vient regarder des choses assez classiques et surtout on comprend à un moment donné les interactions entre les différents challenges. On va parler par exemple, on a parlé des investissements. Donc les investissements, ça va se planifier 3-5 ans. Quels sont les liens entre l'investissement qu'on va faire et l'opérateur que l'on voit qui court d'un côté de la ligne à l'autre côté parce qu'il a vu qu'il y avait un blocage sur la machine. Et ça c'est l'aspect qui est compliqué à faire finalement, mais qui est très intéressant parce qu'on essaie de décortiquer ce qui se passe. En discutant aussi avec les gens, ils nous racontent beaucoup de choses. Et donc, on essaye de faire la cohérence ensuite, de mettre en cohérence ce qu'on nous a dit le matin dans les bureaux avec la direction et ce qu'on voit réellement sur le terrain. Et les problèmes types apparaissent, puisque c'est pas du tout, encore une fois, comme on est en confiance, on a pu en parler très sereinement. Il y a jamais de critique ou ce sont juste des observations, des faits qu'on met en évidence et puis on les met en exergue avec justement ces problèmes typiques qu'on va détailler peut-être un petit peu plus tard. Et donc ensuite, vous concertez avec Eric Sinclair, qui vous l'avez pas précisé, mais vous êtes intégrateur de solutions robotiques. Donc une fois que l'analyse de Christophe est faite, comment ça marche votre va-et-vient Il faut préciser que sur le terrain, c'est pas moi qui y étais. En fait, Christophe était avec mon associé qui est dirigeant de Semso, et en fait, ce sont eux qui étaient sur le terrain. Et l'idée, c'est d'avoir un regard complémentaire. Il y avait le regard ligne de Christophe et le regard technologique de mon associé qui était là pour dire si on robotise c'est faisable facilement, c'est faisable avec du risque, ça coûte tant pour éliminer rapidement. L'idée c'était là quelque part tous les deux à cycle court, ils interagissaient en confiance dans l'intérêt du client, puisque nous le deal de départ c'est de dire on vient voir des choses qui peuvent être demandées cahier des charges, mais on accepte qu'il n'y en ait pas. On accepte de dire au client il n'a pas besoin de nous. Voilà. Alors, vous, Christophe, vous disiez dans votre observation, on peut appliquer cette méthode du Lean sur des process qui sont peut-être finalement pas si optimisés que ça. Vous décriviez que, en toute liberté, vous avez pu faire remonter des choses à Seva. Vous allez dire, on voit que c'est pas optimisé, mais par l'intermédiaire de notre approche, ça pourra l'être. Alors, en fait, on cherche pas forcément à optimiser au départ. L'optimisation, c'est très bien quand on maîtrise tout, en fait. Mais la grosse difficulté, c'est justement de pas chercher à optimiser les choses, puisqu'on voit des problèmes types. Par exemple, c'est un premier point chez Seva, ils ont énormément de flexibilité, de mix produits. En fait, des mix produits très très variés, parce que donc on a parlé des quatre familles d'intervention, mais il faut comprendre que par exemple pour un vaccin, il va y avoir 5 ou 6 formats. Et donc ça, on commence à rentrer dans une complexité qui est quand même assez étonnante. Et donc la caractéristique industrielle de Seva va être vraiment basée là-dessus. Donc tout de suite, on se pose la question, ok, on met un robot face à une complexité de changement de produit, notamment des temps de changement de produit qui vont être élevés. Et donc il faut se poser la question, est-ce que le robot va vraiment accélérer les flux et permettre d'améliorer la performance, ou bien il va finalement rigidifier l'outil de production, qui va finalement se retourner contre CA, puisque ça va pénaliser la performance. Et ça, vous avez pu l'observer en 2 demi-journées? Alors en fait, on a beaucoup d'informations, mais encore une fois, on va aller revenir
par exemple sur des problématiques donc les problématiques de flexibilité, ça va être lié, on sait les relier avec des problématiques de temps de changement d'outils. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va changer souvent ses outils pour passer du format 1 à format 2, il y a un intérêt à travailler très très fort sur les temps de changement. Or en fait, qu'est-ce qui se passe souvent dans les entreprises, et là c'est assez commun de voir ça, c'est que l'effort des personnes est mis sur comment je fais tourner ma ligne. Il n'est pas mis sur, normalement la ligne tourne toute seule et tous mes opérateurs sont en train de préparer le produit suivant. Et donc ça, on le connaît par design en fait. On sait quelle est la bonne façon de faire, entre guillemets, lean. Donc normalement, il n'y a personne sur les lignes et tout le monde est en backstage pour préparer le temps de changement. En fait, c'est la Formule 1. Hein. C'est exactement ce que vous voyez en Formule 1. Comment on met 2 secondes et demie pour changer les pneus d'une Formule 1. Vous voyez bien, tout le monde est là en train d'attendre, mais tout est prêt. Et par contre, la valeur ajoutée se crée, non pas pendant la production, mais elle se crée pendant le changement d'outil. Or, il se trouve que, par exemple, quand une machine a une faiblesse, l'opérateur, lui, il doit produire, et donc il va passer son temps à compenser la faiblesse. Et ça, personne ne le voit, personne ne le dit, puisqu'il trouve ça normal, tout le monde trouve ça normal d'avoir des opérateurs sur les lignes pour faire tourner les lignes. Et donc voilà, vas-y. Et à resituer aussi, moi, parce que je n'étais pas sur le terrain, mais de ce que j'ai vu, des comptes rendus que l'on a fait, c'est que par rapport à ce qu'a présenté tout à l'heure Laurent Bachet, c'est un contexte où forte montée en masse. Vous avez vu la croissance de Ceva, donc tous les problèmes apparaissent parce qu'il y a une augmentation de volume, mais aussi une augmentation de la complexité. C'est-à-dire qu'il y a plus de volume à produire, il y a une croissance, je dirais, continue, et en plus une complexité, un mix produit qui contenu. Et en plus, c'est différent sur les produits. Il y a des produits, ce que j'ai compris, des produits soumis à réglementation qui, eux, sont figés par la réglementation, mais tout ce qui va être non soumis à la réglementation va être soumis aux exigences du marketing. Et là, je dirais, il n'y a pas de limite, quoi. Sauf l'imagination des marketeurs, qui elle-même n'a pas de limite. Et donc, plus des problèmes de place, puisqu'effectivement, quand il faut produire plus, donc on voudrait bien mettre une deuxième ligne, mais il n'y a juste pas de place pour la deuxième ligne. Donc, évidemment, quand on prévoit l'investissement dans 5 ans pour avoir un nouveau bâtiment, qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et 5 ans, en fait? Donc, c'est des vraies questions qui se posent à tous les industriels. Alors, par rapport à vos recommandations, comment ça s'est passé la mise en place? Justement, vous parliez d'échelle de temps. Alors, aujourd'hui, on est encore en cours. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 2 sites qui ont été visités. C'était une expérimentation. Donc, on acceptait que on a vu là, c'était quoi, un proof of concept ou c'était quelque chose d'opérationnel? La vidéo? Oui. Non, alors la vidéo, c'était avant ça. La vidéo, c'est une installation qui a été faite. D'ailleurs, depuis, on en a fait une deuxième. Ce qui a été fait dans le cadre des vidéos a été fait sur le mode classique. C'est-à-dire que là, cahier des charges, réponse à appel d'offres, on a fait. Comme je disais tout à l'heure, évidemment, ça fonctionne. Après coup, on sait maintenant qu'il y aurait des optimisations, mais ça s'est fait de manière classique. L'enjeu, c'est de réussir la première intégration robot au sein des équipes. Ensuite, l'idée, c'est, compte tenu des montants auxquels on a, les points d'investissement de Ceva, mais comment on travaille en amont, en fait, pour investir au juste endroit. Parce qu'en fait, ils ont des plans de la croissance très ambitieux, de modernisation, d'extension de leur site, de leur capacité de production. Et donc, l'idée, c'est toujours pareil, dépenser au plus juste, au plus utile et au bon moment. Voilà. Donc, c'était la suite de ça. Et il faut aussi prendre en compte le temps de digestion de tout ça. Parce que, donc, en fait, d'avoir des personnes qui font des plans et puis des problèmes industriels, ça se produit dans toutes les entreprises. Et le lean, quand on a une approche lean, ça vient un peu bouleverser tout ça, en fait. Donc, il y a beaucoup de temps de réflexion ensuite pour voir est-ce qu'on change quelque chose, est-ce qu'on reste. Ça, c'est après derrière, nous, on n'est plus du tout dans ces décisions-là. Mais au moins, on donne les éléments pour qu'il y ait une décision plus éclairée, on va dire, à la suite de. Mais c'est quoi? C'est quand même un changement de paradigme. Je peux donner un autre problème type, mais qu'on va rencontrer dans pas mal d'industries, notamment les industries régulées ou les industries agroalimentaires. La qualité est souvent vue sous l'angle réglementaire. Donc là, par exemple, on vend du médicament avec Ceva. Donc vous commencez bien qu'il y a des dossiers de l'eau qui doivent suivre toutes les productions. Donc la traçabilité est hyper importante. Même chose dans l'agroalimentaire. La hantise, c'est l'histoire des pizzas. Hein. Donc la qualité n'est pas vue comme un problème sur la boîte de la pizza, en fait, parce qu'il n'y a pas de risque alimentaire. Or, en fait, le problème sur la boîte de la pizza peut bien provoquer un problème sur une machine qui va arrêter la production, qui va mettre la pression sur les opérateurs.
et qui va donc baisser les TRS de la machine, qui va ensuite provoquer des goulots d'étranglement. Donc comme il y a des goulots d'étranglement, on va faire du stock en avance, donc on va remplir le stock. Enfin, vous voyez, ça peut aller très très loin. Et donc nous, ce qu'on a mis en exergue, c'est par exemple dans ce cas-là, la qualité était appelée déviation, et les déviations sont gérées pour la réglementation. Et or en ligne, en fait, on utilise la qualité pour apprendre. C'est pas, alors évidemment, on veut avoir la qualité pour le client final, mais on cherche à avoir des non-qualités internes volontairement, ou en tout cas, on essaie de baisser les seuils où on va trouver de la non-qualité, même si le client va jamais le voir en fait, pour pouvoir maintenir les équipes en constant apprentissage, pour qu'on tire des enseignements de ces apprentissages et que les collaborateurs avec les managers et les team leaders puissent proposer des évolutions eux-mêmes des lignes de production. Donc en fait, la qualité, elle peut être vue de plein de façons différentes. Là, par exemple, et c'est le cas, comme il y a une pression externe pour voir la qualité de façon réglementaire, et forcément, il y a moins de pression pour voir la qualité comme un système d'apprentissage. Donc nous, on le sait, en ligne, c'est ce qu'on fait tout le temps. De toute manière, la qualité pour nous, c'est le carburant de l'apprentissage. Les problèmes qualité sont là pour être remontés au plus tôt, traités par les opérateurs, et il faut donc des cycles très très rapides qui sont pas compatibles avec une bureaucratie généralement qu'on trouve dans les grosses boîtes où il y a un service qualité qui est là-bas à l'autre bout du building et qui va recevoir les dossiers, et on attend qu'il donne le top feu vert pour pouvoir faire des modifications. Donc vous avez plein de freins en interne aux entreprises quand vous débarquez en disant... C'est logique. Ouais. Voilà, logique. Et ça, on sait qu'on va les avoir. Comment on gère cette résistance au changement? Alors ça, c'est pas nous qui gérons la résistance au changement. Ouais, mais après, si vous voulez convaincre... Après, derrière, c'est une autre histoire. Là, ça fait pas partie du test qu'on a fait. Il faut rentrer plus en détail dans vous arrivez au bout quand même dans certains projets. Alors, vas-y. Alors, c'était une expérimentation. On a fait 2 sites. Tout ça, c'est dans un contexte plus global, je dirais, de la volonté de Seva de construire des partenariats stratégiques, des partenariats dans la durée, de créer une relation dans la durée. Donc là, on a amené un input qui permet d'apprendre à se connaître autrement. Là, on a fermé cette petite parenthèse. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains sujets qui vont être traités de manière classique parce qu'ils s'y prêtent, qui sont à peu près maîtrisés techniquement, les contours sont assez classiques. Donc, cahier des charges, appel d'offres, machine de genre général assez standard. Et il y en a d'autres dont on a bien perçu qui demandaient de faire des réflexions en amont. Et on va continuer ce travail de collaboration en amont, où en fait on va collaborer avant le cahier des charges. On va faire de l'avant-projet, quitte à challenger même certaines fois c'est un flux logistique. En disant voilà, on remet en cause ce qui se passe localement, c'est tout le sujet, en s'autorisant d'aller voir avant-après. Alors il y a 1001 résistances au changement. En tout cas, il y a la volonté stratégique de construire ça. Et vraisemblablement qu'à un autre moment, je dirais cette collaboration tripartite reviendra. Mais on est dans les allers-retours, mais qu'on accepte parce que c'est une expérimentation. En tout cas, la toile de fond, c'est une collaboration dans la durée entre des partenaires, des entreprises du club ETI en tout cas. Voilà, des gens qui apprennent à se connaître via un réseau local et qui ont la volonté de faire prospérer leurs entreprises ensemble. Christophe, vous souhaitez réagir? Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est il y a eu des recommandations qui ont été faites. Bien sûr, il y a eu des recommandations techniques faites par SEMSO. Et en fait, le principal point était d'identifier les zones où il y avait finalement pas trop de questions à se poser par rapport à la robotisation d'une ligne, parce que de toute manière, c'était quelque part un peu standard et on se posait pas trop la question de est-ce que c'était un faux problème ou un vrai problème. Donc là, les recommandations ont été faites et de l'autre côté, on a dit attention à cet endroit-là. Puisqu'en fait, la problématique qu'on a, c'est on visiter une ligne, on voit bien qu'il y a un goulot d'étranglement, la tentation, elle est très très claire. Ok, on a 2 personnes là, on met un robot, c'est terminé. Mais en fait, si ça se trouve, ce goulot-là est la conséquence de quelque chose qui se passe en amont. Donc en fait, vous robotisez là et de toute manière, ça va pas marcher non plus, puisque vous aurez toujours le goulot parce que le problème est bien en amont. Donc là, nous, évidemment, dans très peu de temps, on peut pas faire des analyses très précises. Par contre, on leur a dit attention là, ça vaut le coup de se poser, de bien regarder ce qui se passe, passer plus de temps. Donc c'était aussi le but de cet exercice, encore une fois. Et c'est pour ça aussi, maintenant ils ont ces éléments-là pour pouvoir réfléchir et décider. Ensuite, après, ils sont grands, ils ont des équipes spécialisées, donc ils savent prendre les bonnes décisions.
Vous n'avez pas l'impression que vous êtes encore en phase d'évangélisation? Alors, quand on fait du lean, je crois que l'évangélisation, elle sera jamais finie, hein, parce que de toute manière, il y a des forces disruptifs. C'est-à-dire qu'il y a des forces externes qui pensent qu'on peut tout faire très facilement en optimisant l'existant. Nous, on mise sur le fait que il y a de l'humain en fait à l'intérieur. Non, mais c'est très ancré, parce que ce que vous dites, vous avez sans doute raison, mais c'est contre-intuitif de se dire. C'est totalement contre-intuitif, et c'est quand même très très intéressant à regarder parce que quand on remet l'humain au cœur de tous ces processus-là, il faut accepter qu'il y a du temps. Il faut prendre du temps. C'est pas possible de faire changer les gens, de les faire apprendre, de les faire progresser juste avec une intervention de 3 jours ou 6 jours. Donc, si on veut vraiment toucher les bénéfices de ce type de démarche, il faut accepter qu'il y ait du temps. Malheureusement, le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps et qui veulent des résultats tout de suite. Voilà, chacun prend sa position. Donc, nous, en tout cas, on n'en changera pas dans le lit. Allez, je vous propose qu'on prenne des questions. Profiter de la présence de nos experts parce que c'est quand même intéressant, ne serait-ce que pour une réflexion plus globale. Est-ce que vous avez des questions? Ou là, vous êtes tous des experts du lean et du lean robotique en particulier? Non, pas de courageux, pas de courageuses? On sent que c'est la fin de journée. Hein. Il y a deux créneaux qui sont difficiles. Il y a 14 heures sur la digestion et quand c'est la fin. Celui qui pose une question, il a double cocktail. Ouais. Attention. C'est vrai qu'il y a un cocktail tout à l'heure. Il y a des tickets pour le bar, ouais. Et peut-être des points qu'on n'a pas évoqués. Alors on va préciser puisqu'on a encore un petit peu de temps. Eric, vous souhaitiez ajouter des précisions? Non, si on a fait le tour du sujet. Christophe, un mot de conclusion. Non, mais en fait, nous, on a trouvé ça, je pense que c'est quand même très intéressant cette démarche, et je pense qu'il faut saluer quand même Seva d'être rentré dans ce type de démarche. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même pas du tout habituel. Il faut aussi accepter d'avoir des avis, des choses un peu contradictoires. Comme on l'a dit, c'est des fois contre-intuitif ce qu'on va leur dire, alors qu'il y a des équipes qui ont travaillé dessus. Donc on a trouvé aussi, et ça il faut le saluer, des gens avec beaucoup d'écoute. Ça s'est extrêmement bien passé. Ils ont été extrêmement transparents. Donc c'est aussi des conditions. Pourquoi je dis ça, c'est mais aussi pour féliciter Seva, mais c'est aussi les conditions pour que ça fonctionne bien. Si vous avez sur des diagnostics comme ça très très courts, vous avez des gens qui cachent des informations, ça sert juste à rien. Donc là il y a eu une transparence extrême, mais c'est pas facile. Il y a eu beaucoup de discussions ouvertes, les choses ont été reçues aussi très sereinement. Donc c'est aussi un cadre de travail très agréable, même si le contenu, lui, des fois, est pas agréable. Mais la façon de travailler reste toujours très bonne. Enfin, le prérequis, Christophe et Eric, c'est quand même de se connaître, de se faire confiance par le truchement du club ETI. Alors j'allais venir, c'est-à-dire que le côté disruptif ne peut se mettre en place parce que enfin, c'est une des conditions aussi du lean, que parce qu'il y a une volonté de la direction, portée par la direction. On va essayer quelque chose. Et on l'essaye, on accepte que ça marche pas, on essaye et on verra bien. Ça, c'est la première chose. Et par ailleurs, ce qui était atypique aussi, c'est qu'effectivement, on avait, alors je mets des guillemets, du consulting, Christophe m'en prendra, par des gens qui ne sont pas consultants en fait. On avait 2 dirigeants d'entreprise. Donc accepter qu'en peu de temps, et ça je veux par rapport à compléter ce qui vient d'être dit, en peu de temps aussi parce que collaboration ou prise en compte de tout ce qui avait déjà été fait. C'est avec en 1 jour et demi, on voit pas tout et on accepte de pas tout voir. Par contre, on va capitaliser sur tout ce qui a déjà été fait, qui est noyé, qui est englué peut-être des fois dans le quotidien. En disant, nous on vient voir quelque chose de précis et avec 2 angles de vue complémentaires. C'est là la complémentarité et accepter de faire déplacer sur le terrain des gens qui parlaient. Il n'y a pas d'enjeu. Important en fait, il n'y avait pas d'enjeu de business immédiat. Bien sûr, il y avait un enjeu parce qu'on bossait pour un client, mais il n'y a pas d'enjeu de business et les conditions avaient été clarifiées dès le départ. C'est-à-dire, on vient apporter un regard différent, on accepte que ça remette éventuellement en cause une partie du business, mais c'est le deal, c'est du long terme quoi. C'est du long terme. Et les gens qui viennent ne sont pas des consultants professionnels entre guillemets. Par contre, ils ont chacun une expertise, un savoir-faire et un regard qui va amener quelque chose. Et je rajouterais au-delà de l'expérience avec Seva, je pense que les enjeux sont quand même énormes. On parle beaucoup de réindustrialiser la France. On parle dans ce salon de l'industrie du futur. On entend l'industrie 4.0, maintenant 5.0. Tout ça, ce sont des mots. Comment on le traduit réellement, opérationnellement? Il faut bien considérer que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. C'est pas de la techno qui va sauver qui que ce soit.
Donc par contre, pour pouvoir mettre de la techno intelligemment, il faut passer du temps et de l'énergie pour apprendre tout ça. Le très très bon exemple que vous voyez en ce moment, c'est ChatGPT. Vous voyez que ça part dans tous les sens. L'Italie qui interdit, donc pourquoi? C'est de la techno, on ne comprend pas la techno, donc on va mettre de la régulation, ça nous connaît bien, on sait faire, mais en fait ça va juste rien apporter. De toute manière, la régulation aujourd'hui pour aller réguler ChatGPT dans le digital, ça n'a aucune chance de marcher. Donc de toute manière, ça va être utilisé. Et de toute manière, il va y en avoir un 2 fois plus puissant qui va arriver. Donc qu'on parle de l'intelligence artificielle ou de la robotique, c'est le même sujet en fait. C'est comment on a des personnes dans les entreprises capables de comprendre ces technologies, capables de comprendre ces enjeux technologiques dans les lignes de production. Et le Lean apporte des grilles de lecture. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça apporte des grilles de lecture, ça apporte des méthodes pour faire monter les gens en compétences. Et une fois qu'ils sont montés en compétences, ils vont savoir quoi faire des outils. C'est pas par l'inverse, on va pas pousser des outils chez les gens, alors que de toute manière, ils travaillent très bien comme ça, ils voient pas, ils comprennent pas, ça n'a aucune chance de marcher. Donc par contre, si c'est l'inverse, si c'est eux qui vont chercher les outils parce qu'ils comprennent, en partenariat avec des gens comme Senso, ça se passe très très bien, mais il faut accepter justement cette phase de montée en compétences. Voilà, donc ça aussi, c'est des choses qu'on a recommandées, mais c'est des points qui sont complètement génériques et qui sont stratégiques, je dirais même plus, c'est vraiment stratégique. On a une question finalement, monsieur. Allez-y. Sois gentil, Charles. On vous entend pas. Est-ce que vous avez... 1, 2 Voilà, là, on vous entend. Merci de me donner la parole. Pour les gens qui seraient... Alors, c'est plus, on va dire, une invitation à venir demain au Lean Tour, si ça a été évoqué, pour parler de ces sujets-là, où vous allez avoir le retour de chefs d'entreprise qui ont été sur le chemin du Lean et comment ils ont progressé, ils ont découvert d'autres façons de faire. On dirait un éveil spirituel. J'ai été sur le chemin du Lean. Exactement. J'ai découvert des nouvelles façons de faire. C'est le chemin de Saint-Jacques, mais qui s'appelle Lean et qui permet de revoir un petit peu son entreprise sous un autre angle. Et donc, j'invite tout le monde, si vous êtes inscrit, à venir demain, une journée, comme tous les 2 ans, sur la pratique du Lean dans des entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Merci beaucoup. Dernier mot, Eric. Alors, je vais compléter dans le temps que le micro circule. Quelque chose qui me vient, parce qu'effectivement, le Lean se nourrit de ce qui se passe sur le terrain. L'idée, c'est qu'on met sur le terrain, effectivement, le terrain, en l'occurrence, de la prod, là, c'était l'atelier de production. Le regard qu'on a amené du point de vue SEMSO, c'est les gens du terrain, de ceux qui font l'intégration. C'est-à-dire que dès le départ, de dire, nous, si on intègre ça là, il y a la place, il n'y a pas de place, voilà comment ça se passait. Sans passer de temps, sans gaspiller de temps à aller chercher les choses, oui, mais on le sent ou pas. Après, c'est creusé. Mais là, c'est la connaissance terrain des sachants, entre guillemets, mais des sachants pratiquants de l'intégration. Une question, monsieur. Oui, alors une question comme ça, vous en aurez une. C'est plutôt côté Seva. Quelles compétences en face, sachant que d'un côté, il y a Semso qui amène des compétences machine, intégration, Christophe qui amène plutôt une approche Lean. Quelles compétences côté industriel en face pour avoir du répondant aussi, être capable de comprendre les nouveaux concepts de Lean que ça peut impliquer, la nouvelle approche des projets. Donc vous aviez quoi comme répondant en face côté Seva en termes de personnes et en termes de compétences pour travailler sur ce projet? Alors au-delà de Seva, en fait, on a besoin de leaders, en fait. Donc c'est ça qu'on le voit aussi très très vite. On rentre dans un atelier, donc il y a ils appellent conducteurs de ligne, on peut les appeler team leaders, mais en fait ça se voit. C'est-à-dire il y a des gens qui font par exemple beaucoup d'amélioration continue tout seuls dans leur coin parce qu'ils sont juste comme ça et ils veulent se battre pour que les lignes marchent mieux, donc ils vont le faire. Et en fait si ces démarches-là sont pas supportées par le haut, en fait on passe dans un autre atelier, il y en a pas du tout. Donc en fait là, typiquement, ça se voit tout de suite, c'est les différences de leader entre les ateliers. Et eux, ça fait toute la différence, vraiment toute la différence. Donc parce que le leader, lui, il va être capable d'amener ses équipes, il va être capable de les former, il va être capable de prendre les problèmes et de les régler tout de suite, de passer à côté, d'appeler la maintenance, comme on l'a vu, pour aller régler et modifier un peu une machine, alors que les équipes, par exemple, d'investissement, qui vont être en charge des investissements pensent que la machine est pas bonne parce qu'elle a trop d'arrêts. Mais effectivement, elle est pas bonne si on fait rien.
Par contre, elle peut devenir acceptable si on a des gens qui sont capables d'intervenir tout de suite sur ces systèmes-là. Donc en fait, ils ont la connaissance. Généralement, les gens sur les lignes ont vraiment des très très bonnes connaissances sur leur outil de production. Donc il leur faut un peu de temps et il faut de la volonté d'aller dans cette démarche-là, de faire des améliorations, proposer des idées et puis avoir tout le support qui va bien au niveau managérial pour mettre en place ça. Merci beaucoup. On peut les applaudir à nouveau. Merci à tous. Merci à vous.